Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Pavillon Cycli et bienvenue à cette première conférence de notre nouveau cycle de conférences et dont le thème est Anima. Ce cycle de conférences vient prolonger une réflexion qu'on mène depuis certaines années sur l'acte de conception artistique, architecturale, des paysages, et prolonge en fait aussi notre cycle de conférences précédent qui était concentré sur l'acte de faire, sur la fabrication des objets, sur les outils qui donnent forme aux objets, sur les outils dont les artistes, les architectes, les paysagistes, les ingénieurs se servent pour construire, pour réaliser leur propre production. Et aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, cette année, en fait, on va se concentrer sur l'acte même de construire, ce qui se trouve derrière la production des idées. Comment on peut explorer ce qui se trouve derrière la production et derrière l'élaboration de ces idées. Donc l'anima, c'est quelque chose, c'est un terme latin qui désigne à la fois le souffle et l'âme et qui nous aide un peu à explorer l'origine justement d'une idée. La manière dont cette idée vient insuffler et ensuite la vie, un espace, un lieu, à une forme, une matière, etc. Donc Anima nous invite à remonter l'acte de bâtir et les sources qui animent justement l'acte de bâtir. Donc pour cette année, pour cette saison, en fait, on va vous présenter une série de conférences qui nous servent à approcher cette problématique depuis différents points de vue, à l'aide des différentes personnalités, des différents métiers, différentes professions, différents profils qui vont nous parler justement de cette idée qui se trouve derrière l'acte de bâtir. Nous allons avoir parmi nous dans quelques semaines Martin Rauch, qui est un architecte, un ingénieur et céramiste autrichien, qui est très connu par son travail de la terre et comment il va chercher juste les tensions qui se trouvent derrière cette matière. Ensuite, on aura Clara et Philippe Simet, architectes et philosophes, qui vont nous parler aussi de ces idées et de ce travail qu'ils font et ces rapports entre l'architecture et le vivant. Plus tard, on aura Xu Tiantian, une architecte chinoise, qui va nous parler de sa production. Carla Joazaba, qui est une architecte brésilienne aussi, qui va parler de son travail, de ses petites interventions très ponctuelles qui vont révéler la force d'un lieu. Et on aura aussi Rina Rolli de Zurich, qui va nous parler aussi de cette recherche de sens dans sa production. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Christian Gonzenbach, qui a accepté notre invitation et qui va, j'espère, nous parler de son travail et de son travail justement d'artiste. Christian est un artiste genevois et reconnu sur la scène internationale, dont le travail explore les frontières justement entre l'art, la science et la nature, et entre l'inerte et le vivant, et entre la matière brute et la forme animée. Je pense que ce soir, on va beaucoup entendre cette idée de la forme animée. Dans sa pratique singulière, en fait, l'expérimentation et la curiosité scientifique sont des moteurs de sa création artistique. Et son travail part souvent des matériaux bruts qu'il cherche à animer, qu'il cherche à transformer, à repenser, à mettre en scène pour révéler une sorte de force interne qui se trouve dans ces différentes formes. Donc, il va mettre en scène des paradoxes, je disais, entre le vivant, l'inerte, entre la lourdeur, la légèreté, la fragilité, la puissance, l'ordre et l'accident. L'accident, c'est quelque chose qui est très présent dans le travail de Christian. En préparant cette présentation, on discutait justement de cette idée dans laquelle on perd le contrôle de certains mécanismes et on observe les matériaux et les objets s'exprimer et on accepte cette idée d'accident et on va la mettre en scène. Donc, Christian et Gonzenbach ne se limitent pas à figer une forme, il va révéler ce qui dort dans la matière. Donc de rendre perceptible justement cette tension dont on parlait, une énergie, un souffle, une présence presque mystérieuse. Donc comment insuffler une âme à la matière. Quelques mots sur le parcours de Christian. Christian est né à Genève, il a fait des études à l'Université de Genève, à la faculté des sciences,
en biologie. Ensuite, il a fait sa formation à la HED, dans la filière, la Haute École d'Art et Design de Genève, dans la filière art visuel. Il a fait son bachelor et ensuite son master à Londres dans le Chelsea College of Art. Et ensuite, son travail a été exposé dans de nombreux espaces internationaux, au Japon, en France, en Suisse, en Europe, au Canada, etc. Et puis aussi, il a reçu de nombreux prix et bourses, et dont je ne vais pas faire la liste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que son travail continue à évoluer, sa production continue à explorer ces idées dont on parlait. Il expose régulièrement aussi dans différentes galeries, dont la galerie Laurence Bernard ici à Genève. Et voilà, et j'espère qu'à travers cette conférence, Christian va partager avec nous son regard d'artiste sur cette question de l'âme, sur cette question de ce thème anima qui nous anime ce soir et toute cette saison. Et pour voir, on va essayer de créer une sorte de dialogue dans lequel on va chercher cette sorte de poétique de l'espace et l'âme des formes. Merci beaucoup, Christian. Merci, Federico. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Évidemment, je suis un peu nerveux. Après, ça ira mieux. Je suis très heureux d'avoir été invité pour faire une conférence parce que j'aime mon travail, j'aime partager mon travail. Je dois dire que l'année passée, quand le cycle de conférence sur le faire, je me suis dit ça c'est facile, moi je fais que ça, je fais que de faire des choses. Et là c'est anima. Donc anima, c'est bien, ça m'a obligé à regarder mon travail sous un autre angle et j'espère que cet angle sera aussi intéressant que celui du faire. Anima. Mais juste avant de commencer, un tout petit clin d'œil parce qu'il y a 3 ans exactement, on était là pour fêter la grande fête de la préfabrication et certaines d'entre vous étaient là aussi. Et voilà, donc pour moi, le pavillon Sikli, c'est plein de souvenirs, d'excellents souvenirs puisque j'étais en charge de cette exposition pour les 50 ans de l'entreprise Prelco et de l'art de la culture de la préfabrication. Voilà, c'est bon, le clin d'œil est fini. Passons aux choses sérieuses. Du bruit et de la fumée, un atelier. Donc, bienvenue dans mon monde à moi, mon quotidien. Fait de choses, je fais de la sculpture, comme ça a été évoqué, donc comment je manipule des choses, comment je transforme des choses, et c'est vraiment une pratique, et cette pratique, ça me laisse du temps pour réfléchir sur ce que je fais. Et donc, le thème anima, c'est un drôle de mot, puisqu'on n'utilise jamais ce mot, en fait. On n'utilise jamais le mot anima, on utilise animal, animé, animation, animateur, animatrice, inanimé, réanimé, animisme. Animisme, c'est quand on pense que les objets inanimés ont une âme, que les choses naturelles, les rochers, les plantes, les montagnes, et du coup je tourne autour de ce thème et je réalise qu'il y a à peu près 20 ans, je m'étais posé ces questions sur comment animer les choses inanimées. Et il y a un concept en anglais, stop motion, ça vous avez sûrement déjà entendu, mais c'est assez marrant parce que stop, c'est l'arrêt, et motion, c'est le mouvement. Donc le mouvement arrêté, et décomposer forcément des choses vivantes en mouvement arrêté, ou au contraire, donner vie à des choses inanimées. Et du coup, hop, on bascule sur le mode petite vidéo, hop, je vois plus rien. Donc il y a une vingtaine d'années, je faisais des petits films d'animation avec comme thème le quotidien en fait. Et je questionnais les gestes quotidiens, que ce soit ceux d'un chirurgien, ceux d'un nettoyeur d'éléphants ou d'un boucher, et comment ces gestes ont du sens ou perdent leur sens. Et je faisais une espèce de journal de gestes, de collection de gestes. Et l'idée, c'était vraiment de donner vie à une matière que j'ai choisie comme étant de la chair. C'est de la pâte à modeler Caran d'Ache couleur saumon.
ça veut tout dire. Une espèce de matière avec laquelle on peut tout faire, mais qui ne ressemble à rien. Donc ça, c'était une vraie expérience d'animer l'inanimé, donc de donner mouvement, une illusion de mouvement, mais qui fonctionne, à des choses qui ne bougent pas. C'était des sculptures qui tout à coup étaient en mouvement et qui nous permettaient de réfléchir sur un peu mon thème de prédilection, qui est le quotidien et les gestes, les choses banales qui vont se transformer en choses un peu extraordinaires. Il y a plein de choses à voir, donc on bascule sur autre chose. Après après cette expérience avec les pâtes à modeler, je suis passé au sujet suivant, les cornichons. Donc ça date aussi, je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu. Je me suis mis à animer des cornichons et là le propos était plutôt comment on s'identifie dans une chose végétale, pleine de boutons, aveugle et moche. Et pourtant, ça nous ressemble tant. Et donc, le cornichon, alors j'ai fait quelques petites vidéos sur des cornichons. Hop, clac. Donc, c'était animer ces choses très banales et si familières, en fait. Donc les supporters de Manchester, vous pouvez lever la main. C'est un petit ralenti pour voir. Il y avait hors-jeu là, en fait, hein, c'est pour ça qu'il y avait. Hop, bon, vous regarderez. Les cornichons font aussi de la boxe, même s'ils n'ont pas de bras. Donc c'était des expérimentations sur des choses hyper simples qu'on a sous la main et comment jouer avec ce qu'on n'a pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer avec la nourriture, évidemment. Et comment donner vie à des choses qui n'ont pas de vie, en fait. Hop. Voilà. Et puis, après ces expérimentations un peu... je suis passé sur un degré encore au-dessus, quoi. Quand on passe un niveau, on passe au niveau suivant. Le niveau suivant est encore plus délicat puisque la pâte à modeler, c'est très neutre. Le cornichon, c'est déjà un végétal. Mais l'étape d'après, c'est l'animation d'un animal. C'est déjà plus problématique, évidemment. Et c'était présenté comme des natures mortes sur des écrans, comme des peintures en fait, format peinture, c'était pas et l'idée était de questionner déjà en français le mot nature morte ou still life, donc la nature immobile, mais la nature elle n'est pas immobile, elle se remet à bouger, et le pigeon qui est cuisiné aux chanterelles et au mur, tout à coup, il regarde en fait la spectatrice et la chose inanimée, regardée, devient un sujet regardant soudain. Ah, pas encore. Réveille-toi. S'étire un peu. Hop. Bon, on va l'aider un peu. Je sais pas. Bon, à un moment, il lève la tête. Hein. Hop. Et puis. Il y a aussi une histoire d'amour entre une scène qu'on pourrait trouver dans une peinture de Chardin, par exemple, où il y a une scène d'amour entre un lièvre et un canard, scène d'amour post-mortem. Donc c'était vraiment voir aussi pour moi une sorte d'expérience jusqu'où on peut aller et animer la chose inanimée, donner un semblant de vie, puisque c'est évidemment pas une vraie vie, mais donner un semblant de vie à des choses qui n'en ont plus. Et ce que ça implique aussi au niveau éthique, émotionnel, etc. Hop. Et attention, j'ai gardé le dernier pour la fin. On garde toujours le dernier pour la fin. Ça, c'est vraiment tous les symboles de la nature morte, le crâne, la bougie, et
il y a souvent dans les natures mortes de peinture de fleurs, il y a souvent un insecte qui arrive. Et l'insecte, il vient montrer que les choses sont périssables et que rien n'est permanent. Mais ça chatouille. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une mouche qui marche sur la peau, enfin sous la peau. C'est vraiment très désagréable. Donc voilà, donc c'était des expériences donc animales. Le premier sujet auquel j'ai pensé, c'était peut-être pas celui auquel vous avez pensé vous, mais mes expériences où j'animais les choses inanimées en fait. J'ai pas fait ça pendant longtemps, hein, j'ai fait ça pendant quelques années, et après voilà. Donc les cornichons, c'était parce qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup sur les choses du quotidien et la nourriture. Et je m'étais intéressé à ce passage de l'objet à la nourriture ou inversement, comment le matériau construction. Et j'avais fait une série de villages en cornflakes. En fait, donc c'était des grands villages entièrement faits de cornflakes, comme dans Hansel et Gretel, où il y a la maison en pain d'épices. Et en même temps, c'est totalement interdit d'utiliser des cornflakes pour autre chose que les manger. Donc voilà quelques scènes. Il y avait encore un long film avec des cornichons, un peu soleil vert, où les cornichons se cultivent eux-mêmes. Bref. Voilà. Et un peu plus tard, je ne suis pas du tout dans l'ordre chronologique, hein, je fais des bonds, mais c'est plutôt parce que je suis l'anima. Donc l'anima, et j'ai fait un autre film, toujours dans l'idée de stop motion, d'image animée, et c'est un film qui... Voilà, vous avez le droit de le regarder. Donc c'est un film qui questionne en fait l'identité et est-ce qu'on est ce qu'on montre, où se trouve notre identité, est-ce qu'elle est à quel degré de profondeur, est-ce que c'est la surface ou l'apparent ou dedans. Et donc cette poule qui se promène la nuit, il ne faut jamais se promener la nuit comme ça. Et surtout quand il y a des bolettes qui arrivent. Elle n'est pas très vigousse, la belette. Elle est un peu fatiguée. Donc la belette a pris le duvet de la plume et la poule essaie d'enfiler le pyjama de la belette. Ce qui donne un nouvel animal dont on ne connaît pas le nom. Donc voilà, c'était et cette idée de peau et d'échange de peau, de enlever la peau, remettre la peau où elle. Qu'est-ce qu'on connaît des choses si ce n'est la surface? Qu'est-ce qui est dessous? C'est des choses qui traversent mon travail et qu'on va rencontrer encore de nombreuses fois. Donc voilà, c'est cette autre animation. Et dans un tout autre registre, mais finalement assez proche, c'est qu'est-ce qui se passe si on enlève la peau de son aspirateur en fait? Et je me suis amusé à enlever la peau d'objets domestiques qui sont en plastique et de garder leur peau comme on garderait la peau d'un animal. À l'époque, les télévisions n'étaient pas encore plates, c'était des gros objets en plastique énormes. Et donc, l'idée d'enlever cette peau le déplacement se faisait uniquement dans la dimension. On passait de 3D à 2D, tout en gardant l'objet d'origine, en fait, le plastique d'origine. J'ai réussi à quitter le sujet anima déjà, c'est pas mal. En fait, pas vraiment, parce que pour moi, c'est une question de l'anima, c'est cette espèce de souffle de vie, l'espèce de mouvement qui anime les choses, qui les rend vivantes.
Et quelle est la différence entre un chien et une télévision, un animal domestique, un objet domestique? Est-ce qu'on peut empailler son chien quand il est mort? Est-ce qu'on peut empailler son téléviseur et le garder? Donc, toutes les questions qui créent des espèces de jeux de pensée, mais si on réalise ces jeux de pensée, qu'est-ce que ça devient? Dans ces jeux de déplacement, dans ces questions de matériaux, j'ai aussi simplement déplacé un œuf d'autruche qui est tombé de mon bureau, et en le recollant, ça donne exactement la taille, la forme d'un crâne en fait, et le début et la fin se rejoignent, et cette espèce de jeu de matériaux où le crâne et l'œuf ont la même couleur, à peu près la même épaisseur, la même dimension, mais qui des symboliques complètement opposées. C'est toujours ces questionnements du passé de la vie à l'objet. Des vraies pattes d'autruche qui ont simplement séché et qui sont laquées deviennent des bottes. La fin de la vie qui est un crâne, et la mortadelle qui est quoi, une espèce de viande recomposée 15 fois. Donc il y a aussi une espèce de fin de vie, mais qui reste de la nourriture. Surtout quand on a des bouts de pistache dans les dents. Donc toujours dans ces jeux d'apparence c'est de l'os peint en bois. C'est une réflexion sur le cheval de Troie qui est un faux cheval en vrai bois, et là c'est un vrai cheval en faux bois. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est la surface, quelle est l'apparence et quel est le matériau qui est dessous. Et puis dans ces déplacements, puisque finalement ce qu'on va traquer un petit peu aujourd'hui, c'est le mouvement et l'animation un peu au premier degré, comme on l'a vu au début, c'était vraiment une période, mais le reste du temps, je suis toujours en train de déplacer les choses, déplacer le sens des choses, déplacer un matériau, déplacer une dimension, ou passer de l'intérieur à l'extérieur, ou inversement. Et donc là, j'ai volé un des lapins en peluche de mes enfants et je l'ai retourné. Et l'intérieur d'un lapin, c'est ça. Et après, je me suis dit, je ne peux pas leur piquer toute leur peluche, donc j'ai retourné un vrai lapin. Et donc, l'intérieur d'un vrai lapin, c'est ça. Et ce passage de l'intérieur vers l'extérieur, ce mouvement, je l'ai fait avec d'autres animaux aussi. Et qu'est-ce que ça engendre? L'animal devient presque humain, puisqu'il perd ses poils. Est-ce que son côté sauvage est à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Et donc j'ai ouvert comme ça un mouvement de retournement avec différents types d'animaux. Il n'y a pas de petites annonces. Si vous avez des animaux que vous ne voulez plus, j'ai arrêté ce projet. Dans la suite de ce mouvement d'inversion, je me suis posé la question sur des choses très connues qu'on ne regarde plus tellement on les connaît. Donc comment redonner vie, comment animer notre regard, et j'ai retourné des objets culturels. C'est pas des animaux, c'est des objets culturels, c'est des bustes. Et le résultat a été fait en céramique. La céramique, parce que c'est une sorte avec un émail bronze, où on est à une surface qui est ni métallique ni argileuse, mais dans une espèce de mouvement presque miroir, et on retrouve la silhouette, la forme du buste, mais on perd complètement le relief, et les yeux sortent, le nez rentre, la bouche, la langue sort. Enfin, on est dans une inversion complète des reliefs du visage. J'ai noté plein de trucs, et puis en même temps je vous montre des choses qui sont un peu décalées, donc je reprends un peu mes notes parce que j'ai quand même réfléchi beaucoup. Donc si je partage pas tout ça avec vous, je serais un peu triste. On parle souvent animé, on parle du souffle. Le souffle, c'est en art, on parle d'inspiration, et puis une des questions qu'on pose souvent aux artistes, c'est quoi votre inspiration? Et j'aime pas du tout cette question en fait. Moi, j'aime, peut-être parce que je m'intéresse aux sciences et que j'ai fait une résidence au CERN et que j'ai bossé avec des physiciens, moi j'aime l'excitation. Il y a les particules, on peut les exciter, on leur met plein d'électricité, puis elles sont tout fous, on les met dans le CERN, puis on les fait tourner hyper vite, puis après, elles
elles vont libérer quelque chose, elles vont libérer des rayonnements, d'autres particules, et il se passe quelque chose. Donc, je suis beaucoup plus intéressé par l'excitation, la stimulation qui génère quelque chose, mais c'est pas très loin finalement de l'inspiration et de l'expiration. S'inspirer, exprimer, c'est des mots qui sont assez proches et finalement le concept est assez similaire. Et donc cette idée de souffle, d'excitation, est-ce qu'on peut la voir, est-ce qu'on peut la trouver? L'anima, c'est l'âme de l'objet. En grec, c'est psyché. Déjà, c'est un peu plus proche. Et comme moi, je travaille sur les objets, je me suis forcément un moment posé la question où je me suis dit, on va me la poser, est-ce que les objets ont une âme? En fait, non, je crois pas. Fondamentalement, les objets n'ont pas d'âme, il ne faut pas rêver. Les animaux ont un esprit, ont une psyché, ont une âme, mais les objets n'en ont pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les objets agissent sur nous. Nous, on fabrique les objets, on pense les maîtriser, on sait ce qu'on met dedans, et en retour, les objets agissent sur nous. Et comment l'inanimé agit sur l'animé, je pense que c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, en fait. C'est ce retour de l'action, de quelque chose qu'on fabrique, et qui a sa propre influence sur nous. Quand on manipule un outil, quand on manipule un instrument, quand on fait, il faut apprendre, il faut un geste, il faut apprendre un geste, notre corps doit apprendre. Quand on manipule des objets artistiques, ou des objets intellectuels, comme même un livre, quand on manipule un livre, le livre a une influence sur nous, quoi. Et c'est cette espèce d'aller-retour où entre nous on fabrique un objet, mais l'objet, la chose inanimée va nous animer nous. C'est un parallèle que j'ai fait en lisant un livre de Vinciane Després qui parle de... le titre s'appelle... je ne sais plus où. Ah oui. Il est vachement bien le titre. Il faut que je le retrouve. Ouais, mais c'est la seule référence, vous inquiétez pas, hein, je suis pas si malin que ça. C'est les morts à l'œuvre. Les morts à l'œuvre, c'est que les morts qui sont a priori des personnes inanimées, jusqu'à preuve du contraire, mais les personnes décédées agissent sur les vivants. Et on a toujours l'impression que c'est les vivants qui vont rendre hommage aux morts, qui gardent la mémoire et tout, mais à quel moment les personnes décédées, les morts, vont nous faire agir et les actions qu'on fait grâce, en pensant à cause des personnes décédées. Et cet aller-retour entre les choses inanimées ou même les personnes inanimées, puisque finalement c'est un grand tout, ça je pense que c'est vraiment intéressant. Donc non, les objets n'ont pas d'âme, en tout cas pas dans mon monde à moi, mais oui, les objets agissent sur nous et à plein de niveaux différents. Et ma question en tant qu'artiste, sculpteur, c'est comment je peux charger ces objets que je fabrique? Parce que j'ai envie qu'ils agissent, ces objets. S'ils n'agissent pas, ils ne servent à rien. Donc ces objets doivent agir, et comment est-ce que je peux les charger? Comment je peux les charger? Pas au CERN, j'ai pas besoin de les faire tourner, quoique j'ai fait un jour un accélérateur. Mais comment est-ce que je peux leur donner une charge électrique, un spin, quelque chose, ou une charge narrative, humoristique, que ce soit par le matériau, par la forme, mais c'est en agissant sur la forme et le matériau que j'essaye finalement de charger les objets pour qu'ils aient une charge émotionnelle ou historique ou narrative ou humoristique en échange. C'était la petite pause intellectuelle, on reprend les images. Donc dans cette série d'inversions, après une série de bustes en céramique, évidemment il fallait, je me suis questionné, si je prends une sculpture où il y a deux personnes, qu'est-ce qui se passe? Et cette sculpture, c'est la Pietà de Michel-Ange, où Marie est toujours là, bien qu'un peu à l'envers, mais Jésus a complètement disparu. Et son corps, il n'est plus en plein mais en creux, donc une sorte de double disparition. Et ce n'est pas des intentions que je mets où je dis je vais faire disparaître Jésus, c'est simplement un moulage en silicone sur un petit objet, et je retourne l'objet, je le manipule, je le tords, et qu'est-ce qui apparaît, quoi? Presque une équation mathématique qui dit on inverse les volumes, et finalement le sens de l'objet change. Donc cet objet, je l'ai reproduit à l'échelle réelle, c'est-à-dire l'échelle de la Pietà, et en aluminium. Il a été un jour installé dans un cimetière. Malheureusement, il n'y est plus parce que c'était très beau.
J'ai même poussé ça jusqu'à faire une très grande sculpture qui est la scène telle qu'elle est représentée par Léonard avec tous les personnages, et inversé, ça fait une espèce de gros coquillage assez bizarre. Et c'est juste dans l'idée de pousser le mouvement jusqu'à ses limites, en fait. Et une autre direction que ça a pris, c'est cet énorme buste de Chevrolet qui est à la Chaux-de-Fonds, qui fait 5 mètres de haut, et qui est parti aussi d'un buste à l'endroit, qui a été inversé, retourné, scanné, coulé en acier inox, ensuite assemblé, poli, et qui est toujours. Donc si vous vous ennuyez un jour, allez à la Chaux-de-Fonds, c'est super. Et le buste de Chevrolet est toujours là. Donc c'est juste pour voir comment les choses se déroulent et peuvent prendre des échelles, des dimensions, des contextes très différents. Bah ouais, c'est l'hiver à la Chaux-de-Fonds tout le temps. Dans une autre, très différemment, on reprend, parce que mon travail, c'est un buisson avec plein d'embranchements, et puis on suit une petite branche, puis après on reprend une autre branche. Et dans cette idée de déplacement, de mouvement, de passer de l'intérieur à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'intérieur, et il n'y a plus que l'extérieur. Donc une espèce de sculpture qui est en creux, il n'y a que du vide, représenter une forme de vide, et ce vide, c'est la baleine, des baleines échouées qui disparaissent, une baleine qui s'échoue, son monde disparaît, on ne peut plus communiquer avec elle, on n'a pas d'informations sur son monde. Et à partir de là, j'ai fabriqué cette sculpture qui est vraiment biface et qui contient ce paradoxe, qui est aussi une sorte de mouvement entre deux choses opposées qui sont condensées dans le même objet, alors qu'elles devraient être séparées. Le bateau qui sert à chasser les baleines, et le creux de la baleine et son univers, sa peau, et le noir qui a au fond de sa nageoire, une espèce de noir absolu. Et ces deux faces qu'on ne peut jamais voir en même temps, comme les deux faces d'une pièce de monnaie, quoi. On doit, nous, se déplacer en tant que spectatrice ou spectateur pour passer d'un côté à l'autre de la sculpture, et appréhender ces deux aspects d'une même réalité, qui est soit le bateau, soit l'animal absent. Toujours dans mes recherches du vide, j'ai fait une série de sculptures. Vous ne devinerez jamais comment c'est fait, sauf si un jour vous avez bu du plâtre. Je pense que vous n'avez pas fait, ou voire même du ciment, parce que les architectes doivent faire des expériences avec leur corps. Si vous buvez du plâtre et que vous le laissez solidifier dans vos intestins et qu'on retrouve ça quelques centaines d'années plus tard, on voit peut-être la forme de vos intestins. En fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai agi. J'ai pris un grand bloc d'isolation de polystyrène et j'ai fait des trous dedans en utilisant des objets chauffés qui font fondre le polystyrène et qui creusent des trous. Et j'ai rempli ces trous de béton et j'ai enlevé le polystyrène pour voir ce qui apparaît. Donc finalement, c'est vraiment des sculptures d'intestin. Ça ressemble à de l'art moderne, c'est pas si compliqué finalement. Mais c'est des sculptures qui révèlent un intérieur, qui ont une vie propre en quelque sorte, puisque c'est l'intérieur d'une chose que j'ai jamais vue, quoi. Donc après, évidemment, quand vous avez compris aussi que souvent c'est intéressant, c'est de faire des séries de pièces, parce que le mouvement enclenché par une pièce en appelle une autre, et ça donne une série de pièces que la personne qui regarde peut même continuer éventuellement. Peut-être qu'on imagine maintenant, en rentrant chez soi, la peau du toaster ou du mixeur. Et donc un processus peut comme ça se décliner et jusqu'à une forme d'épuisement ou d'atteindre des dimensions, et ça bascule sur peut-être autre chose. Dans tous ces projets, finalement, il y a toujours cette idée de capturer un mouvement, puisque dans ces objets-là, il y a un objet qui tombe. Alors, selon les sculptures, j'ai utilisé des outils dans celle-là, j'ai utilisé des pinces et des outils qui sont dans l'atelier. Dans celle-là, j'ai utilisé un petit éléphant en bronze qui a creusé, puis des fois on voit ses pattes ou sa trompe. Là, j'ai utilisé des clés à molette.
Là aussi, une espèce de pince. Donc c'est comme si on utilisait les outils du sculpteur, mais pour une autre, sans les toucher, puisque c'est les outils qui creusent d'eux-mêmes. Et ce qu'on voit, c'est pas l'outil, mais c'est le parcours de l'outil, donc c'est le mouvement. Et donc la plupart de ces objets, en fait, contiennent un mouvement, mais un mouvement figé, une sorte de trace, un mouvement immobile, immobilisé. Et c'est bien, comme ça reste dans le thème. Toujours chez les aveugles, restons un petit moment chez les aveugles, ça me fascine de ne pas savoir ce qu'on fait, et j'aimerais travailler comme ça, en fait. J'aimerais travailler sans savoir ce que je fais, pour être surpris que les choses apparaissent. Et tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va regarder ce qu'ils font, ces petites choses. Donc, vous avez tout de suite reconnu, vous en avez chez vous, ce sont des asticots. Donc l'asticot, c'est celui qui va devenir une mouche bientôt. C'est celui qui nous mangera quand on sera mort. C'est celui qu'on utilise pour aller pêcher. Donc au magasin de pêche, une boîte d'asticots, ça coûte 4 francs. Donc pour 4 francs, il y a une centaine de personnes non syndiquées qui peuvent travailler pendant des heures. Et là, ils sont trempés dans de l'encre de Chine, mais en fait, c'est pas de l'encre de Chine, c'est de l'encre japonaise. Ils préfèrent l'encre japonaise qui ne contient pas de liant, qui est uniquement de la suie et de l'eau. Et du coup, ils peuvent travailler et ils dessinent. Et comme ces asticots sont aveugles, ils ne savent pas ce qu'ils dessinent. Et moi, je les observe faire des choses qu'ils ne savent pas ce qu'ils font non plus. Mais on va voir ce qu'ils font. Ils travaillent bien, hein. Hop. Donc, et quand ils ont fini de travailler, donc ça fait des dessins comme ça. Ça, c'est dessiné par les asticots. C'est des grandes feuilles, à peu près d'1,20 m par 1,20 m. C'est super beau. Donc ces petits asticots, ils ont une façon de se promener en bougeant leur petit museau. Et puis c'est ce qu'on voit après sur le dessin. Mais en fait, on voit qu'ils rêvent d'être des papillons, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'ils dessinent comme ça. C'est le rêve des asticots, c'est de pouvoir voler. Je les ai un tout petit peu aidés pour qu'ils fassent ça bien. J'ai un petit lien télépathique. Donc voilà, donc une espèce de jeu entre un jeu un peu. Est-ce qu'on peut utiliser des personnes ou est-ce que non, un asticot c'est pas une personne. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que jusqu'où? Et en même temps, c'est très beau. Après, je nettoie les asticots à l'eau et puis ils continuent leur vie, ils deviennent mouches. Toujours dans cette idée de figer le mouvement, de capturer une chose qui bouge, une question que vous êtes sûrement déjà posée, c'est quelle est la forme de la sauce tomate si vous pouviez enlever toutes les pâtes? Donc vous coulez la sauce tomate sur vos pâtes et que vous enlevez toutes les pâtes, quelle est la forme de la sauce? C'est une question d'architecte, évidemment, puisque l'architecte construit pour le vide qui est à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, on va enlever la structure pour voir le... Donc moi, j'utilise des gros moyens, j'utilise de l'aluminium en fusion, je fais des trucs qui fument, c'est ce qu'on a vu au début, et voilà le résultat. Ça, c'est la forme d'aluminium qui est coulée dans des pâtes, en fait. Donc tout le mouvement, c'est la forme des cornettes. Donc à la place d'utiliser du sable ou un moule, ça c'est dans des lentilles. Donc c'est une espèce d'expérimentation de voir quelle est la forme que prendrait la sauce si on enlevait les pâtes qui étaient autour ou si on coule dans des cornflakes et on enlève les cornflakes. Après, il y a vraiment des moments qui sont très beaux. C'est une goutte d'encre qui tombe dans l'eau et qui fait cette espèce de volute. Mais ça dure très peu de temps. Ensuite, l'eau se mélange à l'encre et tout devient opaque. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut garder ça avec des moyens de sculpture? Et donc, j'ai coulé de l'aluminium dans plein de matériaux différents pour obtenir une espèce de nuage. Donc,
c'est un jeu qui est autant sur l'inversion du contenant et du contenu, où le contenant vase contient du liquide qui est de l'aluminium, et ce liquide traverse le vase et sort et jaillit et crée cette espèce de nuage ou de fleurs sur le vase. Donc le vase explose quand je coule l'aluminium passe par les fentes et tient les morceaux ensemble en fait. Donc c'est des expérimentations très compliquées mais très amusantes et qui font des jolis objets. D'autres, toujours dans un registre assez sculptural, la domestication du feu. Le feu est ce qui nous fait humains en fait. C'est ni le langage, ni le rire, ni la fabrication d'outils, parce qu'on trouve ça chez plein d'autres espèces tout aussi malignes que nous. Mais nous, on utilise une énergie qui n'est pas la nôtre. On utilise le feu, et ça pose certains problèmes. Des gros problèmes. Et ce feu, il est caché. Chez nous, on a un radiateur, on a des choses, mais on ne voit jamais le feu qui fait fonctionner tout ça. Donc c'était comment passer de l'intérieur vers l'extérieur, de rendre visible ce feu qui est à l'intérieur. Et ça tombe bien, c'est fait en céramique, qui est elle-même le premier matériau qui durcit, qui est fabriqué en fait, à partir d'argile minérale. On fabrique un nouveau matériau qui est la céramique. Donc il y a une série de radiateurs et une série de moteurs, puisque le feu, autant il chauffe les maisons, qui déplace nos véhicules et nous déplace avec. Et donc c'est le feu intérieur qui sort, qui devient comme une braise, ou comme une espèce d'organe un peu sanguinolent. Et c'est le feu qui a cuit aussi les pièces. Donc c'est une espèce de jeu de matériaux, de jeu de passage d'une chose à une autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas raconté encore ? Donc vous voyez, c'est très compliqué dans ma tête. Il y a énormément de choses et tout se bouscule et on pense à tout en même temps. Ce qui m'intéresse et c'est pour ça que je continue à travailler, parce qu'on ne le trouvera jamais. L'anima, c'est invisible finalement, et c'est une espèce de chose invisible qui fait que les physiciens ne peuvent pas faire de la biologie. Parce qu'en physique, on comprend les particules, on comprend la matière, on comprend tout ça. Et en biologie, on comprend le vivant. Mais on ne peut pas passer d'un monde à l'autre. Il y a un truc on peut créer des acides aminés, mais on peut pas... Il y a le souffle, on l'a pas. On ne peut pas créer la vie. Et cette espèce de moment d'étincelle, on peut fabriquer des dizaines d'objets, et je le fais. Mais certains fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. Et pourquoi certains objets vont se mettre à fonctionner ? Et c'est une recherche, une quête, je pense, sans fin en fait. Et je continue à chercher tout le temps, et c'est un dialogue entre moi et mon travail, ou d'autres travaux que je vais voir, et à quel moment il y a le souffle, il y a l'anima qui est là et ça fonctionne, et à d'autres moments ça ne fonctionne pas, quoi. Et au-delà de juste faire un objet, je crée aussi des conditions où les objets se font, et je pense que c'est ça qui est très amusant, c'est de voir les choses se faire d'elles-mêmes, un petit peu. En les aidant, mais en créant des conditions, des expérimentations où ça peut se faire. Ça, c'est un projet qui s'appelle la plonge. C'est une baignoire remplie d'argile liquide, de barbotine, avec un système un peu mécanique très simple, qui plonge des objets dedans et les fait tourner. Le réservoir de barbotine, la machine, et derrière des objets en céramique qui sont terminés. Donc, on rend le processus visible, la machine elle tourne, les couches d'argile s'additionnent sur les statuettes, et au fond on voit les statues terminées qui ont ces deux couches, la statue de base et l'argile qui s'est additionnée, qui a été cuite et qui a fondu. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà, donc les pièces qui vont plonger dans la barbotine, c'est hyper beau évidemment, c'est tout lisse, tout brillant, et au fond, à côté, on voit les pièces qui sont en train de sécher avec leurs différentes couches de barbotine et qui craquellent en séchant avant d'être cuites et de devenir comme ça.
Donc c'est une sorte d'expérience où finalement je vois les choses se faire. Je contrôle en partie puisque je décide de l'épaisseur, je décide de la température, je connais les recettes, mais en même temps, il y a quelque chose qui apparaît que je n'ai pas du tout prévu, quoi. Et ça rend la chose extrêmement intéressante. Une autre expérimentation où je faisais, ça c'est juste un peu pour vous montrer mon quotidien, où je fais de la cuisine avec des matériaux, donc tout ce qu'on dit aux céramistes de ne pas faire, de ne pas mélanger du plâtre et de l'argile parce que ça va mal, alors faisons-le, mélangeons du plâtre et de l'argile et regardons ce qui se passe et à quel moment on va fabriquer des pierres à chaud et à quelle vitesse ces pierres vont déliter la matière à la sortie du four. Donc toutes ces expériences sont des objets qui ont été cuits et que je regarde se faire transformer en poussière dû au gaz carbonique de l'air. Ça termine sur un projet qui est une sorte de musée de l'humanité avec plein d'objets que je collectionne, qui sont chez moi, que je moule, et qui au début de l'exposition étaient entiers et qui pendant les semaines de l'expo se disparaissent en fait. On n'est plus dans la fabrication comme dans le projet de la plonge, où on rajoute des couches, mais là on est dans des projets qui ont une sorte de... c'est pas de l'obsolescence, mais c'est vraiment une disparition programmée. C'est le matériau qui se transforme en poudre, qui se carbone, c'est de la chaux vive en fait qu'il y a dans le matériau qui se carbone qui devient de la poudre avec le gaz carbonique de l'air. Donc on devine les formes et au fur et à mesure elles disparaissent. C'est pratique, comme ça il n'y a pas besoin de démonter. On ne peut rien vendre par contre. Et peut-être le dernier projet que je vous montre, c'est un projet que j'ai fait l'année passée en Autriche, à Krems, qui est une ville pas très loin de Vienne, où on m'a invité dans une église. Et forcément, il y a quelque chose de... Il y a de l'anima dans les églises, il y a des âmes. Et l'église est un lieu spirituel, construit tout en vertical, pour qu'on se sente tout petit. Et dans cette église, je suis intervenu de façon très horizontale. Et j'avais envie de montrer ce cycle de matériaux, comme vous l'avez déjà un peu vu, ce cycle de choses qui se font, qui se défont. J'ai travaillé avec de la cire noire comme du goudron, noire comme des choses qui sortent du sol. L'idée aussi, c'était de travailler entièrement sur place. Donc j'ai amené les ingrédients et j'ai travaillé pendant 2 semaines avec des moules et une tonne de cire. Et quand en tant que spectateur, spectatrice, on rentre dans le lieu, on rencontre ces objets exposés un petit peu de façon classique. Il y a une 40aine d'objets différents qui vont des statues religieuses à des pièces de voiture, à des aspirateurs, à des fossiles, un peu tout ce qui traîne dans mon atelier ou chez vous, qui sont montrés sur des socles. Ça, c'est dans la nef. Donc il y a des liens assez étranges qui se font entre certains objets, on se demande pourquoi ils sont là. Et tout est au même niveau, c'était le titre de l'expo, à hauteur d'homme, à hauteur humaine, au human level, qui est une espèce c'est là où on est, c'est notre niveau matériel, contrairement à la spiritualité de l'Église. Et donc ça, on se promène, on regarde tout ça, c'est super. Et puis, forcément, il y a des liens formels, une espèce d'énigmes, de formes qui peuvent se poser, une sorte de bibliothèque ou de choses votives. Toutes les surfaces sont recouvertes de tôle d'aluminium, en fait, pour donner une sorte de réflexion et de matérialité un peu étrange. Il y a évidemment des palettes d'armes, parce que dans les églises, il y a toujours des palettes d'armes, si vous n'avez pas vu encore. Et puis au fond, on peut le voir déjà là, il y a la cuisine en fait. C'est là que tout a été fabriqué. Donc il y a des moules en plâtre et en silicone, des casseroles, des lingots de cire. Et on se rend compte que rien n'est caché, en fait tout est présent.
Et la cire, elle fond dans les casseroles, on remplit les moules et on fabrique les objets vraiment sur place. Certains moules sont pleins, d'autres sont vides. L'artiste a quand même pris soin d'avoir que des sangles noires et des moules blancs. C'est un petit peu maniériste. Il y a un peu de la cire sur le sol. Il y a les choses en train de se faire. Et un petit peu plus loin, il y a aussi des grands moules comme sur des espèces de chevalets en bois qui servent à remplir les moules et à les vider, mais qui rejoignent aussi ces images de martyrs qui ont été attachés à des engins un peu similaires, où c'était pas de la cire qui coulait le long du chevalet. Donc voilà, donc tout à coup on voit le processus de fabrication qui a aussi sa propre poésie qui est présent, et au fond, dans le cœur, il y a une grande installation, une sorte je sais pas, une chaîne de montage, plutôt une chaîne de démontage, où les objets sont sacrifiés. Les objets sont toujours les mêmes objets, sont empilés, à moitié fondus, se mélangent les uns dans les autres, comme une forme de rituel ou de grand sacrifice. La matière s'amasse à la fin, comme si elle est prête à être recyclée. Donc c'était un peu une réflexion sur le début et la fin des choses, sur comment les choses apparaissent, à quel moment on les montre, à quel moment on les montre plus. Et c'était assez beau parce que pendant ce montage, j'étais avec une équipe d'amis à moi qui venaient m'aider. Il y avait des techniciens du centre d'art qui étaient là-bas et qui nous travaillaient. Et il y avait 2 personnes du staff de l'administration. Et j'ai compris assez vite qu'elles étaient là pour nous surveiller, en fait. Alors je dis, vous allez vous ennuyer, parce que nous, on va travailler du matin au soir. Vous voulez pas venir avec une salopette et vous nous aider. Et puis elles ont dit, ouais, mais on n'a jamais touché de l'art. On n'a pas le droit de toucher de l'art. On n'a pas d'assurance. Puis je dis, mais on fait pas de l'art, on fait de la cire. On remplit des moules de cire. Et puis cette question d'à quel moment ça devient de l'art, en fait. Et c'est vraiment ça, à quel moment le souffle, l'anima va apparaître et faire que les choses, tout à coup, elles prennent une autre signification. On a des lingots de cire qui sortent d'une palette, on a des casseroles, tout est normal, et il y a un moment, tout à coup, ça va basculer. Et c'est ce moment de bascule, en fait, qu'on cherche. Et peut-être ça bascule pour certaines personnes et pas pour d'autres, mais comment est-ce qu'on va faire basculer, en fait, les choses normales ou du quotidien ou les choses donc ces 2 personnes nous ont aidés, elles étaient hyper contentes, c'est la première fois qu'on peut faire ça, c'était trop bien, au lieu de rester assises à nous regarder, et on a beaucoup rigolé. Et moi j'avais plus de mains, j'étais content, on a produit plus d'objets, et voilà. Mais c'était juste cette espèce de réflexion qui sous-tend tout. Quelle est la distance quelle distance de déplacement, quel déplacement de matériaux, à quel moment les choses vont basculer et devenir autre chose. Comment est-ce qu'on charge un objet? Et heureusement que je n'ai pas les réponses, parce que comme ça, je continue à travailler. Et j'essaye encore. C'est le dernier projet, donc j'espère que je n'ai pas regardé du tout le temps, j'espère qu'on est bon. Et vous avez plein de questions, parce que sinon on va vite au bar. Donc voilà, là on recyclait la cire pour refaire des lingots, et dans une idée de circuit aussi. C'était aussi une des premières réflexions, c'était j'ai 1000 mètres carrés pour monter une exposition, elle va durer 4 mois. Il faut que tout retrouve du sens à la fin, il faut que tous les matériaux puissent resservir. Donc utiliser des matériaux qui ont cette possibilité-là. Donc c'est aussi une sorte de pensée circulaire, de pensée en mouvement. Il n'y a pas que les matériaux, mais la pensée aussi se met à circuler. Quelque part, j'écris une conclusion, si tu veux bien me donner encore une minute, que ça je regarde ce que j'ai oublié de dire. Mais j'ai déjà dit beaucoup de choses, je crois. Ah, c'est assez marrant. En anglais, on dit something moves us. En français, on est touché par les choses. Donc c'est tactile, mais l'anglais nous met en mouvement. Et peut-être qu'on est plus près des particules et de l'excitation quand on est mis en mouvement. Et ce que je cherche, finalement, c'est pas visible. Parce que tout ce qui est visible, c'est ce qui est là, mais ce que je cherche, qu'on cherche, je pense, toutes et tous ici, c'est une forme de magie, quoi. Et la magie, on la voit pas, quoi. Et à quel moment ça fonctionne?
Alors peut-être il y a des trucs qui ont marché ou pas, mais en tout cas moi je travaille là-dessus et je crois qu'en tant qu'artiste, je travaille sur le visible, mais en vrai, quand on réfléchit vraiment, je crois que l'art est invisible en fait. L'art, on voit les objets, mais ce qui fait que ça marche, c'est pas visible, quoi. Là, désolé, je suis parti dans l'ésotérisme. Mais c'est vraiment ce moment un peu... On connaît tous les ingrédients, et puis on essaye de trouver la chose juste au-delà des montagnes, au-delà de la matière. Waouh, j'arrête là. Okay. Merci beaucoup. Merci Christian Grossenbach pour cette présentation, pour cette promenade par ton travail, les idées qui animent ta recherche. Et je pense que c'est intéressant, tu as commencé par dire que le terme faire te correspondait plus que ce terme anima. Et on termine par cette idée que tu donnes à voir l'invisible, que tu nous montres les forces qui se cachent derrière une matière. Et je pense qu'il n'y a rien de plus proche que ce que tu viens de dire du thème anima. Donc voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Christian dans la salle? Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions, des doutes? Enfin, je ne sais pas. Les doutes, oui. Moi, j'ai des doutes. Par rapport à ce que Christian vient de dire. Barbara? Oui. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Frédéric, il a déjà rappelé, parce que j'ai trouvé intéressant votre balade, surtout pour nous qui on est au pavillon Cycli, parce que vous avez parlé du fer. Moi, ça m'a rappelé un autre cycle, c'est matière. Donc aujourd'hui, on a un peu bouclé la boucle des matières, fer, anima. Et moi, il m'intéressait, vous l'avez dit d'une certaine manière, les détournements. Il y a un détournement des objets. Il y a des objets quotidiens. Vous êtes revenu, vous avez dit, c'est des objets que j'ai pris à mes enfants, chez moi, etc. Il y a des objets banals. Et je voulais comprendre si aussi ces questions d'un souffler, ces mouvements qui nous touchent, est aussi une recherche d'une valeur symbolique différente. Et j'ai pensé assez à ça avec vos dernières images. Il y a l'église, il y a aussi, vous avez une photo sous des armes détournées, liquéfiées. Après, il y a tout qui se dissoude. Et voilà, je voulais un peu vous interroger sur cet élément-là. Est-ce que finalement, la recherche d'un soufflet de l'âme ou de trouver ses souffles, elle a aussi un rapport à une valeur symbolique? Merci. Merci. En fait, je vais vous décevoir parce que pour moi, le mot symbolique, c'est comme le mot inspiration. C'est des mots qui... Je ne suis pas très fan. Parce que j'essaye de coller en fait à une forme de réalité, d'être extrêmement simple dans mes actions. Et le sens découlera, mais sans que il n'est pas orienté en fait. Donc je ne mets pas un symbole dans... Oui, en fait, il y a forcément du symbole, on n'y échappe pas, parce que la langue est un symbole. La cire noire, je dis, c'est comme du goudron, donc il y a une espèce de sang de la terre, donc oui, il y a toujours c'est difficile d'échapper au symbole, mais j'essaye de le tenir le plus en sourdine possible, pour laisser une polysémie, une diversité de sens apparaître, sans que je l'oriente en fait. Très bien, merci. Marc? Je me lance. Je ne sais pas trop ce que je vais poser comme question, non, parce que c'est compliqué à formuler. Non, je voulais te remercier, franchement c'était extraordinaire. Et puis ce qui m'intéresse justement, c'est tout ce que tu as dit et fait. Non, justement, il y a quelque chose d'un peu... Tu as dit déjà que c'était le bordel dans la tête, et puis que des fois c'était un peu désordonné, tu as dit. En fait, on s'est rendu compte que non, c'est très organisé dans certains sens. En même temps, ton travail, il est hyper prolifique. Il y a beaucoup, justement, puis il y a beaucoup d'énergie. Et c'est d'âme, justement, dans le sens de l'animer. Alors ça, toi, tu es une personne si... en tout cas, il y a aussi du feu, voilà, tu as parlé de feu, de tout ça, et on s'accole vraiment au personnage. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est justement peut-être savoir justement cette énergie ou
parce qu'on dit des fois que l'art, c'est aussi quelque chose qui donne du sens. Et ça revient un peu sur la question du symbole. Tu as dit que tu n'aimais pas le symbole, mais en réalité, tu cherches beaucoup dans la tête aussi. Et tu cherches avec les mains et avec la tête. Voilà. Et j'ai envie de savoir, parce que tu as l'air de dire, pour moi, c'est pas clair, on a l'impression que c'est simultané, parce que ta recherche, elle n'est pas au hasard. Tu fais croire des fois que tu cherches un procédé, puis tu fais un peu l'inventeur fou, qui trouve par hasard, alors qu'en réalité, c'est quand même très orienté. Mais il y a un équilibre qui est difficile à comprendre, je trouve. C'est-à-dire que c'est de l'art très concret et de l'art conceptuel, non pas concret dans le sens de l'art concret, mais de l'art du faire, de l'art de l'action et de l'art de la réflexion. Et je me demandais comment tu te situes là-dedans, voilà, entre l'art de l'action et de la réflexion. Peut-être que c'est ça la question. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, ma réponse est oui. Non, c'est les deux. Mais en fait, aujourd'hui, c'est facile d'expliquer ça. Au moment où je l'ai fait, je ne sais pas. Par contre, je sens au niveau sensation, intuition, je ressens, là c'est juste. Mais je n'ai pas encore les mots. Des fois, les mots, ils prennent du temps. Et peut-être l'exercice, la punition que j'ai reçue avec cette invitation qui m'a fait écrire tout ça, c'est de dire, ok, et si on change de lunettes et on regarde ça, et finalement, j'ai quand même raconté les mêmes choses parce que je connais bien, mais c'est de... Il y a du sens qui se dégage. C'est peut-être pas du symbole que dans la question, c'est vraiment il y a du sens qui se dégage, mais déjà moi, si je vois moi le sens, je continue. Si je vois pas le sens, j'ajuste les paramètres. J'ai coulé de l'aluminium dans des vases, mais avant j'ai coulé de l'aluminium dans 50 trucs différents. Et le vase, il m'intéresse pas. J'ai pas de vase chez moi. J'ai même pas de vase dans lequel je peux couler. Donc j'ai dû. Et à un moment, c'était juste parce que il y avait une tension juste entre le vase qui contient et l'aluminium qui déborde. Mais c'est pas parce que j'aime le vase ou parce que. Et avant, je coulais dans des choses déjà dans du plâtre et pas de la céramique. Après dans d'autres récipients. Mais finalement, tout ça, c'est venu et le brouillard, c'est comme si on fait le focus, puis tout à coup, ça devient net. Mais avant, il y a du brouillard, ouais. Et le focus, et tant que les choses sont pas là, je pense pas que je puisse faire la netteté, quoi. Donc, ça répond un peu mieux. C'est plein d'intuition, mais à un moment, on sait que c'est juste. Après, les mots, ils viennent souvent après, ouais. C'est pas du tout un plan où on sent qu'il y a là, il y a du potentiel. Il faut continuer. Et j'aime le mot énergie, parce que peut-être c'est ça aussi qui se transmet dans une charge énergétique, quoi, et je pense que c'est important qui passe, quoi. Merci. J'ai été fasciné par votre introspection très personnelle qui consiste à retrousser les objets ou les êtres vivants qui vous intéressent, enfin, ou les morts, notamment par exemple les chiens ou les autres objets. Donc en fait, c'est une introspection qui est, au lieu d'aller à l'intérieur et d'aller regarder à l'intérieur, vous mettez l'intérieur à l'extérieur. Finalement, ce n'est pas une introspection, ce serait peut-être une puisque vous aimez bien la sémantique, une extrospection. Le vrai terme est éversion. Éversion. Le terme mathématique. D'accord. Ok. C'est quand c'est pas une inversion, c'est une. Parce que c'est l'intérieur qui. Alors je connaissais pas le terme, mais je connaissais éversion. le terme retrousser. Donc je me disais que c'était une façon aussi de vous retrousser les manches ou de retrousser les réalités. Qu'est-ce que ça veut dire ça, finalement? Pourquoi est-ce que vous, notamment par rapport aux chiens qui m'ont beaucoup impressionné, pourquoi on reconstitue à l'identique avec l'intérieur qui est à l'extérieur? Pourquoi ne pas faire autrement, tout simplement, de révéler un intérieur qui soit différent de l'apparence extérieure? Ouais, c'est une bonne question parce que mais même avec les bustes, c'est pareil. Parce qu'à un moment, j'ai une peau molle. Et qu'est-ce que je fais de cette peau? Oui, c'est ça. Et ça a à voir avec un terme que j'aime beaucoup, c'est défamiliariser, en fait. Et pour défamiliariser, il faut que ce soit familier. Et si c'est pas familier, et cette proximité d'une chose qu'on connaît, qu'on croit connaître, et en même temps elle nous échappe. Mais si étrangeté. Ouais, mais si c'est trop loin, il n'y a plus de familiarité. Donc il faut que ce soit très proche, mais suffisamment loin pour nous emmener ailleurs. Donc c'est une histoire de régler le focus juste, parce que
Ces projets, j'en ai fait des trucs à plat, des animaux à plat, comme des herbiers, mais ça marche pas en fait. Et il faut qu'ils soient là, quoi. Il faut qu'on ait envie de les caresser. Et les enfants les caressent, quoi. Pas comme la télévision, par exemple. Non, la télévision c'est autre chose parce que c'est vraiment le volume qui. Donc ouais, c'est beaucoup de tests, mais vraiment physiques. Donc je les fais pas, je peux pas décider, quoi. Mais c'est être très très proche de la réalité. Souvent je fais des grandes boucles, je vais très loin pour revenir ensuite à être juste derrière la vitre, mais... Merci. Oui. Une dernière question peut-être, ou encore deux. Voilà. Vous parlez pas mal de tests. Je voulais savoir quelle était la part de l'échec dans vos projets. Est-ce que vous êtes tout de suite tombé sur le cornichon, vous avez fait du football avec des poivrons ou ce genre de choses? Et comment, par exemple, vous avez trouvé l'asticot? Est-ce que vous avez commencé avec d'autres petites choses qui bougent? Donnez-nous Ouais, parce qu'il y a une telle perfection dans ce que vous présentez que quelque part, ce serait presque rassurant que vous donniez un ratio, quoi. Une certaine ratio du par l'échec. 2% de réussite, ouais. C'est rassurant. Non, mais vous voyez. Non, je sais pas. C'est difficile à dire parce qu'en fait, en vrai, il n'y a jamais d'échec. Il y a des choses qui vont être montrées et d'autres qui sont pas prêtes et qui donnent. Alors c'est vrai, les verres à farine, ils courent pas, quoi. Ils sont pas bien, ils fonctionnent pas. Donc au magasin de pêche, j'ai pris toute la panoplie pour les brochets, pour les petites truites, les ongles chevaliers, pour tout. Et puis j'ai tout essayé. Mais les encres différentes, celles d'Inde, celles de Chine, et tous les papiers, parce que si c'est trop buvard, il court pas très vite. Donc oui, il y a beaucoup de tests très physiques en fait, comment ça glisse, comment ça. Mais donc ça, c'est des tests, puis ça marche pas, c'est pas très compliqué. Par contre, la quête du sens, elle est beaucoup plus compliquée. La question, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, je sais pas, mais c'est là où c'est intéressant, parce que si ça avait une signification, si on pouvait dire ça, c'est ça, ben c'est mort. Il faut qu'il y ait un espace, il faut ouvrir des espaces, il faut pas les fermer. Alors oui, aujourd'hui, je raconte, et puis je connais bien, mais en vrai, souvent, on n'est pas sûr, quoi. Qui a des doutes, ben, moi le premier, mais faire confiance que c'est possible, quoi. Donc, il y a énormément de trucs dans l'atelier qui sont terribles parce qu'ils sont ni faits, ils sont pas finis, mais on peut pas les jeter. Mais un jour, ils deviendront peut-être autre chose ou pas. Pour l'instant, ils m'encombrent, mais il y a un vrai potentiel. Et puis, des fois, la réponse, elle est au fond quand les choses. Donc, je sais pas, j'aime pas la notion d'échec. J'aime la notion de les choses qui sont prêtes, quoi, qui sont prêtes à sortir, et d'autres qui sont pas prêtes. Ils sont pas mûrs. Des fois, un projet, il change juste le matériau, quoi. Il y a un truc qui traîne, puis tout à coup, il manque juste. Et puis je reviens, il y a plein de projets, je reviens. Les télévisions, j'en ai fait en 2001, j'en ai fait en 2002, puis en 2010, j'en ai refait, puis entre-temps, les écrans plats sont venus, il y a des choses qui ont changé. Donc, c'est aussi revisiter des choses ou des gestes avec un regard. Mon regard change, en tout cas. François, tu voulais poser une question? petite dernière, oui. Ouais, pardon. Ouais, merci beaucoup. Moi, déjà, je remercie beaucoup. C'est une présentation fascinante et puis qui fait beaucoup d'écho, en tout cas, le travail des architectes entre le plein, le vide, la construction, les éléments là. Je pense que ça nous parle beaucoup. Moi, je voulais juste revenir parce que j'étais un petit peu déçu sur l'assertion aussi immédiate de dire que les objets n'avaient pas d'âme. D'ailleurs, désolé. Je suis encore un peu désolé. Dans tout le travail que vous faites, il y a cette réflexion quand même sur l'objet, la matière. Pendant longtemps, on a dit que les animaux n'avaient pas d'âme. Même à un moment, on disait les enfants, ils n'en ont pas encore, on peut les opérer à vif, c'est pas très grave. J'ai été assez fasciné par des textes de gardiens Inca qui disent que les pierres ont des âmes et que la pierre bouge, mais qu'ils sont sur un système de vibration qui va au-delà d'une autre et que nous, on ne les voit pas. Dans des discussions profondes, on a dit mais non, s'il n'y a pas d'eau, ils ne peuvent pas vivre. Et puis, là, vous m'avez dit, les objets n'ont pas d'âme. Et est-ce que, pour vous, c'est une conclusion définie? Parce que je trouve que c'est quand même un petit peu étrange, cette position de l'artiste qui fait de l'objet, qui évoque. Et puis, nous, architectes, on fait des bâtiments. Puis on dit, les bâtiments n'ont pas d'âme, mais parfois, on rentre quand même dans une cathédrale. Et puis, on se dit quand même, il y a certains bâtiments qui ont une âme. Et au fond, comment est-ce que vous pouvez être aussi catégorique sur cet aspect-là?
Je crois que c'est pour ma propre salvation. Je sais pas, parce que si tous les objets que j'ai chez moi ils ont une âme, il n'y a plus de place pour moi, quoi. Non, c'est vrai, mais c'est pas du tout. Enfin, j'admire, je suis fasciné par l'animisme, mais qu'on respecte les choses de façon très, qu'on respecte les choses pour ce qu'elles sont, pour l'énergie qui a été mise, pour les gens qui les ont faites. Mais de là à dire qu'elles ont une âme. Il n'y a plus de micro, ça y est, le micro il se fâche. ça n'engage que moi. Très bien, je pense qu'on peut laisser la question ouverte. En tout cas, merci beaucoup Christian d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est souvent pas facile de parler de ces thématiques. Merci beaucoup.